Alors, mesdames et messieurs, on apprend à l'instant que Joe Biden retire sa candidature à l'élection présidentielle. Hugo, c'est un communiqué qui vient tout juste d'être publié, notamment sur différents réseaux sociaux. Oui, absolument. Ça fait même pas 15 minutes que la nouvelle est tombée. Donc, c'est un message écrit de la part du président Joe Biden, message dans lequel il indique: Ce fut le plus grand honneur de ma vie d'être votre président. Bien que j'ai eu l'intention de me représenter, je pense qu'il est dans l'intérêt de mon parti et du pays que je me retire. Donc, M. Biden qui va s'adresser un peu plus tard cette semaine aux Américains pour expliquer sa décision. Pour l'instant, il n'y a que cette déclaration écrite. Donc, M. Biden qui rappelle un peu ses réalisations des dernières années, dit qu'il a travaillé fort aux côtés des Américains, qu'il a réussi à faire avancer bon nombre de dossiers, qu'il avait donc l'intention d'être sur les rangs lors de la prochaine élection présidentielle, mais qu'il juge maintenant qu'il est dans l'intérêt de son parti, dans l'intérêt aussi de son pays, de se retirer. Il faut dire évidemment que depuis maintenant plusieurs semaines, la pression était de plus en plus forte. En fait, depuis le débat du 27 juin dernier, débat très, très difficile pour M. Biden, il s'en est jamais véritablement remis au fond, malgré les différentes tentatives qu'il a faites pour essayer de reprendre en main le contrôle du message. Ça n'a pas fonctionné. Les appels à son désistement se sont faits de plus en plus nombreux. Au dernier décompte, hier, on était à peu près 35 élus démocrates qui demandaient au président Biden de se retirer. Et aujourd'hui, c'est un sénateur indépendant, anciennement démocrate, Joe Manchin, qui a fait le même genre d'appel. Alors, effectivement, il y avait une espèce de pression qui se construisait et ça devenait vraiment très difficile pour M. Biden de résister, d'autant qu'il y a des poids lourds du parti qui, en coulisses, s'activaient pour bien faire comprendre à M. Biden qu'il était temps de partir et qui aussi déjà élaborait toutes sortes de plans B pour essayer de trouver une solution de rechange. Parmi eux, Barack Obama, Nancy Pelosi, qui ont été assez actifs, qui, par le biais de différentes fuites médiatiques, ont réussi à faire pression sur M. Biden. Des médias rapportaient d'ailleurs que M. Biden était furieux de voir la tournure des événements, qu'il n'aimait pas du tout la manière dont M. Obama et Mme Pelosi se comportaient. Mais quand même, ça devenait de plus en plus difficile pour lui de persister dans sa décision. La question qu'on se posait un peu en coulisses ces derniers jours, c'était pas tant de savoir ce que M. Biden allait faire, mais plutôt de savoir quand il allait annoncer sa décision. Ça semblait devenir inéluctable. Il y a cette visite de Benjamin Netanyahou qui est prévue cette semaine à Washington. Plusieurs s'attendaient à ce que M. Biden attende peut-être un peu avant d'annoncer sa décision pour pouvoir accueillir M. Netanyahou. En même temps, il y a un autre enjeu qui est celui de lui trouver un successeur à M. Biden. Et ça, ça fait en sorte que la fenêtre durant laquelle il pouvait annoncer son départ était quand même assez réduite, parce que le parti va devoir évidemment se réorganiser en vue de la convention qui est prévue au mois d'août, à la mi-août, à Chicago. Quelle forme ça va prendre pour la suite des choses? Ça, il y a encore pas mal de flou. Est-ce qu'il y aura une espèce de mini-primaire? Est-ce qu'il y aura une sorte de compétition entre différents candidats? Peut-être. Est-ce qu'on voudra plutôt essayer de se rassembler autour d'une seule candidature? Ça fait partie des scénarios. Évidemment, dans ce cas-là, ça favoriserait sans doute la vice-présidente Kamala Harris. Déjà, il y a des gens qui ont indiqué par avance qu'ils allaient la soutenir si d'aventure M. Biden se retirait. Vous parlez de Mme Harris. Hier, Elizabeth Warren, quand elle a pris la parole, justement, Hugo, elle disait, vous savez, quand on a un candidat qui est reconnu coupable pour fraude notamment ou criminel, qui mieux qu'une femme qui est avocate, qui est procureure pour pouvoir l'affronter? C'est ce qu'ont dit plusieurs représentants démocrates qui forçaient un peu la main de Joe Biden à quitter. Absolument. Mme Warren, donc sénatrice, qui elle-même déjà voulait être candidate à la présidence en 2020, qui déjà par avance appuyait Mme Harris, effectivement. Il y a d'autres voix aussi qui se sont fait entendre pour aller dans ce sens-là en disant que ça entraînerait probablement moins de divisions, ça permettrait de faire les choses un peu plus rondement. En même temps, il y en a d'autres qui pensent que même si ça devait être Mme Harris qui ultimement serait désignée, que ce serait quand même souhaitable d'organiser une espèce de course, parce que c'est un peu l'avantage de l'organisation de primaires aux États-Unis. Ça permet de mettre à l'épreuve les candidats, de voir ce qu'ils sont capables de faire dans un débat, par exemple, de quelle manière ils sont capables de s'y prendre pour défendre leurs idées. Et Nancy Pelosi, entre autres, par médias interposés, avait laissé savoir qu'elle voyait plutôt d'un bon œil l'organisation d'une telle course, que ça pourrait être bénéfique, peu importe qui ultimement serait choisi. Mais là, il s'agit de voir concrètement comment ça peut s'organiser tout ça, parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de temps avant la Convention démocrate.
ça serait difficile d'imaginer qu'on puisse, État après État, là, voter, se prononcer sur une candidature, organiser des débats. Alors, il va falloir que ça se fasse beaucoup plus rapidement que ça. Un des autres scénarios qui circulait, c'était d'avoir une convention vraiment ouverte avec des délégués, là, ceux qui ont déjà été choisis, qui se prononcent sur les différents candidats qui vont leur être soumis sans avoir nécessairement de directive de la part de leurs commettants. Alors ça fait partie évidemment des scénarios, mais là, vraiment, on est en terrain inconnu parce qu'on n'a pas vu une situation comme celle-là ces dernières décennies, peut-être il y a longtemps dans l'histoire, mais en tout cas certainement pas ces dernières années. Donc, beaucoup d'inconnus, beaucoup d'incertitudes pour l'instant. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que M. Biden ne sera pas candidat et il dit dans son message vouloir se concentrer justement sur un certain nombre de dossiers qui lui tiennent à cœur d'ici la fin de son mandat parce qu'il va bel et bien terminer son mandat. Il ne quitte pas ses fonctions dès maintenant. Il va être là jusqu'à la nomination d'un nouveau président au début de l'année prochaine. Donc, ça lui donne à peu près 5 mois pour se concentrer sur un certain nombre de dossiers. On peut penser à la guerre en Ukraine, notamment. Oui, on sait que M. Biden a un intérêt particulier pour les affaires étrangères. Alors, est-ce qu'il pourrait essayer de faire progresser un certain nombre de dossiers, s'impliquer plus activement peut-être pour essayer de trouver une solution ou une voie de passage dans le conflit au Proche-Orient, par exemple? Évidemment, ça fait partie de différents scénarios. M. Biden, dans tous les cas, qui ne donne pas beaucoup d'explications dans ce court message qui a été publié au cours des dernières minutes. On comprend que c'est un peu à contre-cœur qu'il prend cette décision-là, mais visiblement, il se rend à l'évidence, voit l'état de la situation, voit qu'il n'y a pas vraiment de voie de passage pour lui et nous écrit ce message que vous voyez. C'était le plus grand honneur donc de sa vie d'être votre président, qu'il avait l'intention de se représenter, mais qu'il voit bien que c'est dans l'intérêt de son parti et de son pays de se retirer. On ne sait pas exactement quand ni comment il va s'adresser donc plus longuement aux Américains. Ça devrait venir au cours des tout prochains jours. M. Biden, qui est toujours en isolement, atteint de la COVID. Ses médecins disaient qu'il reprenait du mieux ces derniers temps. Jusqu'à ces dernières heures, son équipe disait qu'il allait reprendre le chemin de la campagne électorale à partir de la semaine prochaine. Et là, visiblement, pendant ce temps-là, en coulisses, il a dû consulter les membres de sa famille, les membres de son entourage et faire le constat que ça devenait à peu près impossible pour lui d'espérer pouvoir se relever de cette épreuve-là. Il faut aussi dire qu'il y avait beaucoup de pression, non seulement de la part d'élus, on en parlait tout à l'heure, ils étaient une bonne trentaine à demander son départ. Il y a aussi des donateurs du Parti démocrate qui insistaient lourdement pour qu'il s'en aille, qui avaient suspendu leur contribution financière ou qui menaçaient de le faire. Ça avait commencé il y a quelques semaines avec l'héritière de l'Empire Disney, entre autres, qui avait dit qu'elle ne contribuerait plus à la caisse électorale démocrate tant que M. Biden allait demeurer en poste. Alors, ça s'inscrit dans ce contexte-là et il y a eu aussi des sorties de vedettes, entre autres George Clooney, qui a signé un texte assez dur à l'égard de M. Biden. Donc, M. Biden perdait ses appuis peu à peu au sein même de son parti, parmi ses alliés. Il perdait des appuis de gens qui sont ses amis. Les gens précisaient « c'est mon ami, mais je ne peux plus continuer de soutenir un président qui n'a plus la force, finalement, d'être président pour un autre 4 ans ». Et la crainte aussi, c'était que ça nuise aux chances de réélection d'autres candidats, des sénateurs, des représentants qui font face parfois à des courses assez serrées dans des États clés, parce qu'il n'y a pas seulement le sort de la présidence qui va se décider le 5 novembre prochain, il y a aussi celui du Sénat américain, de la Chambre des représentants. Les démocrates, évidemment, espèrent reprendre le contrôle de la Chambre des représentants. Ce ne sera pas facile. Pour l'instant, ils conservent le contrôle du Sénat, mais il y a des courses très serrées dans plusieurs États. Alors, si M. Biden était resté en poste, non seulement était-il à risque de perdre la présidence, c'est ce que nous indiquaient plusieurs sondages, mais aussi, il y avait de fortes possibilités qu'il nuise à ces candidats qui, dans les États, espèrent conserver leur siège pour justement permettre aux démocrates de se maintenir au pouvoir. M. Biden, évidemment, ce sont ces ennuis de santé, là, visiblement, qui ont été la goutte de trop, celle qui a fait déborder le vase. Mais ça faisait quand même quelque temps qu'il y avait de la frustration qui s'exprimait à son endroit, des doutes sur son âge. Et là, avec le débat qui a eu lieu à la fin du mois de juin, c'est venu, si on veut, confirmer là, ces doutes que plusieurs entretenaient en privé. On s'est mis dans les médias à en parler de façon très ouverte, de façon très soutenue. Il y a une couverture médiatique ici aux États-Unis très, très forte justement sur ce sujet-là.
M. Biden n'a pas très bien paru. Et ensuite, il y a eu toutes ces tentatives pour reprendre la main, mais ça a été assez mitigé comme effet. Cette entrevue qu'il avait accordée à ABC, cette grande conférence de presse lors du sommet de l'OTAN, il a commis toutes sortes de lapsus. De petits lapsus, oui. Oui, ce qui va être intéressant, c'est le candidat. Si ce n'est pas Kamala Harris ou si c'est Kamala Harris, il faudra que ce soit quelqu'un qui soit capable de faire sortir le vote dans ces États qui sont si importants de la Rust Belt qu'on a vu la semaine dernière dans cette convention républicaine. On a vu combien Donald Trump, J.D. Vance ont voulu essayer de séduire les électeurs de ces États importants. On parle de la Pennsylvanie, on parle du Wisconsin, du Michigan, de l'Ohio. Alors, il faudra que ce soit quelqu'un capable de ravir des électeurs, de les séduire littéralement dans ces États clés, il faut le dire. Oui, parce qu'au fond, l'élection va se décider dans quoi, une dizaine, une quinzaine d'États américains, tout au plus, là, ceux qui ont soit changé de camp lors de l'élection de 2020 ou encore les États où le résultat a été particulièrement serré. Et on voit bien que la campagne de Donald Trump se concentre spécifiquement sur ces États-là. Évidemment, c'est la chose à faire dans les circonstances pour quelqu'un qui veut l'emporter. La convention républicaine a eu lieu la semaine dernière, donc à Milwaukee. C'est pas un hasard. Hier, donc, M. Trump était toujours dans la même région, près des Grands Lacs, donc au Michigan. La semaine précédente, lors de la tentative d'attentat, il était en Pennsylvanie. Alors, évidemment, c'est là que ça va se jouer. Alors oui, c'est pas un hasard non plus la raison pour laquelle M. Trump a choisi comme colistier J.D. Vance, donc un homme qui, dans son ouvrage, avait bien décrit justement la réalité économique de ces milieux-là. M. Trump place justement la désindustrialisation des États-Unis au cœur de son message, promet de restaurer à ces régions un peu désertées la gloire d'antan, de nouveaux emplois. Alors, le défi est le même dans le camp démocrate, au fond. Et d'ailleurs, par avance, on a vu que le Parti républicain avait commencé à s'en prendre justement à des candidats qui pourraient potentiellement succéder à Joe Biden, donc Kamala Harris, qui vient de la Californie. On tente de l'associer justement à des politiques de gauche qui sont plus ou moins, sont pas vraiment en phase avec les besoins réels de l'Amérique profonde en disant, elle incarne justement la côte ouest, la ville de San Francisco, des politiques, des priorités qui sont loin de celles des Américains de ces États dont vous parliez, où justement la vie n'est pas facile. Et donc, on voyait déjà, si on veut, le Parti républicain faire le lit de ces nouvelles attaques qui allaient s'en venir, pressentait-on, là, quand M. Biden allait annoncer qu'il ne serait pas candidat, ce qu'il a fait cet après-midi. Alors, ça ouvre la porte à une foule de questions sur la politique internationale, sur les liens avec l'Ukraine, avec Israël, la visite de Netanyahou cette semaine, qui succédera aussi, comment cette course se déroulera. Bien, merci beaucoup d'avoir réagi aussi rapidement, Hugo. On va se reparler. Je vous laisse aller voir les différentes réactions parce que je vois les différents médias. Il y a toutes sortes de choses qui se disent. On va prendre le temps de se pencher là-dessus un peu et on se reparle très bientôt. Merci, Hugo. À plus tard. En plateau, notre chroniqueuse internationale Ketevan Gorgestani. Bonsoir Ketevan. Bonsoir. Plein de rebondissements, Sonia vient de le dire, ce dernier en date, on s'y attendait mais peut-être pas forcément aujourd'hui. C'est plus, oui, la date qui est surprenante parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi Joe Biden ne voudrait pas annoncer ça avant sa rencontre avec Benjamin Netanyahou qui devrait avoir lieu mardi. Donc c'était plutôt le timing que la décision, puisqu'il y avait vraiment, comme Sonia l'expliquait, cette pression montante. Je crois qu'on était arrivé à 40 démocrates qui publiquement avaient demandé qu'il renonce à cette candidature. Mais c'est intéressant aussi dans cette lettre qu'il a publiée. Il a dit qu'il trouvait que c'était dans l'intérêt du parti ainsi que du pays de renoncer à cette course pour 2024 et qu'il allait rester en place pour la fin de son mandat. Et ça, c'est intéressant parce que c'est aussi une réponse à certains dans le camp républicain qui disait s'il quitte la course, ça veut dire qu'il n'est pas capable d'assurer et de rester président. Donc c'est peut-être une réponse aussi. Sonia le disait, la question maintenant, c'est que va-t-il se passer ? Biden a dit « Je parlerai à la nation ». Cette semaine. Est-ce qu'il va annoncer quelqu'un pour le Est-ce qu'il va annoncer quelqu'un ? Est-ce qu'il va prendre fait et cause pour sa colistière et dire c'est Kamala Harris pour moi et ça devrait être elle et ça couperait quand même probablement toute discussion. Et il y a aussi la question de est-ce que
Kamala Harris, c'est ce que veulent la majorité des démocrates. Parce que quand on regarde les commentaires de la majorité de ceux qui se sont prononcés publiquement pour demander à Joe Biden de se retirer de la course, la majorité n'ont pas dit « laissez votre place à Kamala Harris ». Ils n'ont pas forcément été dans ce sens-là. Et il y en a plusieurs qui ont d'ailleurs ouvertement dit « nous voulons une convention ouverte, nous voulons qu'il y ait d'autres candidats ». Et donc ça pourrait être source de division dans le Parti démocrate qui est déjà pas très bien en point en ce moment. Est-ce que on suit le choix un peu normal qui est, il y a une vice-présidente qui est sur le ticket, c'est beaucoup plus facile logistiquement, politiquement aussi. Est-ce qu'on met de côté la première femme noire vice-présidente pour choisir potentiellement un jeune homme blanc, ou est-ce qu'on va vers une convention ouverte? Et là, c'est la foire d'empoigne, possiblement, parce qu'il y a pas mal de noms qui circulent. Est-ce qu'ils veulent tous se porter candidat? On ne sait pas. Mais il va y avoir, je pense, des discussions, et peut-être qu'elles ont déjà commencé d'ailleurs, discussions au sein du Parti démocrate. Est-ce que on y va avec Kamala Harris, ou est-ce que on se dit que là, il faut relancer vraiment toute la machine et qu'il faut donner sa chance à d'autres candidats? Est-ce que tout ça, Kate Evans, ça fait finalement les affaires de Donald Trump, ou au contraire, ça va lui compliquer un peu les choses? Il va devoir un peu changer de stratégie? Alors, si on écoute les derniers commentaires des Républicains, ils avaient l'air plutôt contents d'avoir Joe Biden en face. Ils ont d'ailleurs critiqué les démocrates de dire que c'était un déni de démocratie si Joe Biden se retirait, puisque les électeurs démocrates avaient voté pour lui au cours des primaires. Donc je pense qu'il y avait, et les sondages le montrent d'ailleurs, que Donald Trump était bien en tête devant Joe Biden, et que n'importe quel autre candidat, que ce soit Kamala Harris ou d'autres potentiels candidats, font plus jeu égal avec Donald Trump que Joe Biden. Donc il y a potentiellement un risque pour eux, et donc c'était clairement le message au sein du Parti républicain, c'était nous, on veut continuer avec Joe Biden, on a notre série d'attaques qui sont prêtes, donc ils vont devoir changer de stratégie, mais ils avaient un peu déjà anticipé cette décision, dans le sens où depuis quelques semaines, on voit que les attaques sur Kamala Harris avaient bien augmenté au sein du Parti républicain, en disant que de toute façon, elle est tout aussi responsable de la politique désastreuse de Joe Biden que le président lui-même, et que donc elle n'est que la suite, la continuité de Joe Biden. Et donc, je pense que ces attaques vont continuer de plus en plus venant des Républicains, jusqu'au moment où on va avoir une réponse sur est-ce que ce sera effectivement elle ou est-ce que ce sera quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, ils vont avoir potentiellement un problème si le coup des démocrates marche. C'est que là, l'idée, c'est de redonner un peu de jeunesse dans ce ticket démocrate, de remotiver la base. Et si ça se passe, les Républicains vont avoir un problème, parce que là, ils comptaient vraiment sur une sorte de lassitude des électeurs démocrates. Sonia évoquait le fait que Joe Biden était têtu, qu'il ne comprenait pas pourquoi il devrait renoncer à cette candidature. Est-ce qu'effectivement, il ne voyait pas le problème, lui, de cette situation où il a des moments d'absence lors des débats? Il refusait de l'entendre, tout ça? Alors, il y a deux choses. Il y a la partie personnelle, et est-ce que lui-même réalisait qu'il était en déclin ou pas? Ça, c'est très compliqué à savoir, parce que sa garde rapprochée, alors ça, c'est le genre de choses qui ne sort pas dans la presse, donc c'était quelque chose qui était tenu, en tout cas, bien secret, et on le voit dans sa lettre, il ne dit pas qu'il n'est plus en capacité de faire son job, il dit juste qu'il pense que c'est mieux qu'il ne soit pas candidat, donc il n'accepte pas les critiques sur sa santé mentale, sur son âge, tout ça. En revanche, la question du fait qu'il est têtu, ça c'est absolument vrai, et il a souvent prouvé aux gens qui le critiquaient ou qui le donnaient perdant qu'ils avaient tort. Si vous vous souvenez des primaires pour l'élection de 2020, quand on arrive en Caroline du Sud, donc après 3 séries de votes primaires, tout le monde l'avait enterré,
Tout le monde avait dit que c'était fini pour Joe Biden, c'était sa seule chance, c'était fini. Jim Clyburn est venu à sa rescousse, il a remporté la Caroline du Sud et après c'était un raz-de-marée pour Joe Biden. 2022, les élections de mi-mandat, tout le monde avait dit regardez les sondages qui disent que une grande majorité d'Américains n'aiment pas la politique de Joe Biden, n'ont pas une opinion favorable de lui, ça va être un raz-de-marée rouge, donc un raz-de-marée républicain. Il n'y a pas eu de raz-de-marée. Il n'y a pas eu de raz-de-marée parce qu'il y avait des thèmes qui étaient des thèmes chers à Joe Biden. Ils avaient parlé d'avortement, ils avaient parlé de la démocratie, et tout ça a marché. Donc il avait quand même cette idée qui a marché par le passé, qui est que les sondages peuvent dire quelque chose, mais moi, j'ai réussi à contourner ou à inverser ces tendances plusieurs fois par le passé. Et peut-être qu'il pensait, encore une fois, qu'il allait pouvoir le faire. Et il a toujours dit, et je pense qu'il n'avait pas totalement tort jusqu'à possiblement ce débat, qu'il était le mieux placé pour battre Donald Trump, puisque c'était le seul à avoir battu Donald Trump. Un nouveau développement, Ketevan, on suit ça en direct. Joe Biden qui annonce à l'instant soutenir la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris. Donc ça y est, les choses sont réglées, pas de convention ouverte et de foire d'empoigne le 19 août prochain. Eh bien, on va voir. J'imagine que si l'annonce a été faite et qu'elle a été faite aussi rapidement après cette lettre de Joe Biden, c'est qu'il y a quand même un accord au sein des grandes figures du Parti démocrate sur le fait que ça doit être Kamala Harris et que ça va probablement éviter que d'autres voix s'élèvent pour cette convention ouverte. Il y aura peut-être des critiques, il y aura peut-être encore des démocrates qui vont dire c'est pas la meilleure voie, c'est pas la meilleure solution, mais ça donne quand même un énorme boost à Kamala Harris d'avoir Joe Biden qui dit c'est elle que je choisis. Et j'imagine que des gens comme Nancy Pelosi, par exemple, comme Chuck Schumer, comme Hakeem Jeffries, qui sont les deux leaders au Congrès chez les démocrates, que ces figures, ces cadres du parti vont s'aligner sur la position de Joe Biden et que donc je ne peux pas garantir qu'il n'y aura pas de débat au sein du Parti démocrate, mais ça donne quand même à Kamala Harris une bonne voie pour être la numéro 1 sur le ticket. Et comme je le disais, c'est aussi juste très logique logistiquement, financièrement, parce qu'il y a des règles de campagne qui font que si elle n'était pas sur le ticket, tout l'argent amassé par le Parti démocrate aurait été beaucoup plus difficile à transférer à d'autres. Donc là, elle est quand même bien partie pour que ça soit elle, la candidate à la présidence. Maintenant, nouvelle question, si c'est bien elle, qui sera son colistier? Et là, il va y avoir aussi beaucoup de débats. Un ticket important à trouver, effectivement. Kamala Harris face à Donald Trump, une femme noire face à un homme plutôt âgé, blanc. C'est vraiment l'Amérique divisée par excellence? C'est deux Amériques très différentes et effectivement, Kamala Harris est une femme, elle est noire, elle est beaucoup plus populaire chez les jeunes que chez les gens plus âgés, même au sein du Parti démocrate. Après, il faut pas s'emballer non plus sur le côté femme noire parce qu'elle a aussi beaucoup de gens qui la critiquent au sein de la communauté afro-américaine. Rappelez-vous, elle était quand même candidate en 2020 et elle s'est arrêtée avant même la première primaire tellement ses sondages étaient mauvais et tellement elle n'arrivait pas à soulever cette campagne. Donc il y a des critiques envers Kamala Harris aussi et c'est pour ça que son choix de colistier va être très important. Elle est femme noire de Californie, elle était sénateur de Californie, donc le côté démocrate de gauche, urbain, et donc il va falloir choisir quelqu'un qui compense un peu. Et donc, il y a déjà des noms qui tournent. Il y a Josh Shapiro, par exemple, qui est le gouverneur de Pennsylvanie. Hier, on parlait de ce mur bleu qui avait aidé Joe Biden à remporter la victoire en 2001. La Pennsylvanie est un État clé qui fait partie de ce mur bleu. Lui, il est gouverneur de Pennsylvanie. C'est un homme blanc. Ça pourrait contrebalancer. Il y a aussi le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, qui, lui, a été réélu en tant que démocrate au Kentucky, qui est un État très républicain, donc ça pourrait aussi
l'idée, c'est, je pense, aller vers un homme blanc qui serait dans des États, soit des États républicains, soit des États de ces swing states, pour essayer de ramener le plus d'électeurs possible. Merci beaucoup, Ketevan, d'avoir suivi avec nous en direct donc, cette annonce de Joe Biden qui renonce à se présenter à la présidentielle américaine.